L'inflation n'est pas près de s'arrêter et pourtant, Klaus Schwab n'y est peut-être pour rien. Vous serrez la ceinture, pourtant le passage en caisse fait de plus en plus mal. Vous avez blémi en recevant vos factures d'énergie cet hiver alors que vous aviez baissé le chauffage de quelques degrés. Vous avez des revenus corrects et pourtant vous n'arrivez pas à acheter votre résidence principale. Mais rassurez-vous, tout ça c'est pour votre bien. Salut les esprits riches, aujourd'hui on va parler de ce voleur silencieux qui érode votre pouvoir d'achat. Et je parle même pas de l'inflation, mais de la surinflation. Plus 74% sur l'électricité, plus 62% sur le gaz naturel avant application des aides de l'État, plus 21,4% sur les produits de grande consommation. Alors, il y en a qui vont dire, Michael, bon, ça c'est ce qu'on vit depuis 3 ans, c'est la conséquence malheureuse, mais logique, d'événements hors du commun, et que les États n'ont aucun intérêt à maintenir l'inflation, et qu'il n'y a pas de plan maléfique derrière tout ça. Mais en êtes-vous si sûr? Est-ce que vous avez remarqué que malgré des taux d'intérêt en hausse en quasi constante depuis 2 ans, l'inflation n'est pas toujours maîtrisée? Parce qu'on ne va pas se mentir, qui croit encore aux chiffres officiels d'une inflation annuelle de 5,2% en 2022 et de 4,9% en 2023? Regardez ce relevé de prix effectué par l'UFC Que Choisir dans les grandes surfaces. On constate une inflation à 2 chiffres sur tous les rayons par rapport au 1er janvier 2022. Et une augmentation de 187 € par mois sur la facture d'énergie d'un ménage qui se chauffe à l'électricité. Et si l'inflation n'était pas seulement corrélée à la réalité économique? Et si c'était en fait le dernier rempart avant peut-être l'effondrement de notre modèle? Eh bien, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la face cachée de l'inflation et pourquoi les États en ont besoin pour maquiller leur véritable projet. Avant de voir comment les États utilisent l'inflation pour servir leurs propres intérêts, il faut revenir brièvement sur comment on en est arrivé là. Rappelez-vous, été 2021, l'inflation dans la zone euro atteint 3% pour la première fois depuis 2012. Donc ça faisait une longue période. En France, on passe de 0,5% à 2020 à 1,6% en 2021 et puis un bond à 5,2% en 2022. Alors il y a principalement 4 raisons qui expliquent cette inflation. La première, c'est la pandémie, la rupture de chaîne d'approvisionnement. Donc c'est plus difficile pour les entreprises de trouver des biens intermédiaires et de continuer à faire tourner leur activité. L'offre se raréfie, donc les prix augmentent et ça se répercute sur qui? Le consommateur final. Il y a aussi le deuxième point, ce sont toutes les aides qui ont été versées pour soutenir les entrepreneurs ou pour relancer la consommation. Cet afflux d'argent massif entraîne une hausse de la demande dans un contexte où la production, elle, est en baisse, ce qui tire les prix vers le haut. Troisième point, la guerre en Ukraine et les relations conflictuelles avec la Russie qui font bondir les prix de l'énergie. Et puis, il y a un dernier élément, c'est la hausse des salaires. Parce que, pendant la pandémie et après, il y a les entreprises de certains secteurs qui ont eu du mal à recruter. Donc ça les a obligés à proposer des salaires plus élevés pour se démarquer et attirer des candidats dans un marché du travail tendu. Quand on sait que le coût de la main-d'œuvre c'est entre 10 et jusqu'à 40% du coût total de production, on comprend pourquoi la hausse des salaires finit elle aussi par se répercuter sur le consommateur final et sur les prix. Pour vous expliquer ce point d'ailleurs, on va prendre un exemple assez frappant, celui des fast-foods. Alors personnellement, je suis plus très client de ce genre de fast-food bien connu. J'ai pris cette décision-là en 2009 quand j'habitais encore à Berlin et je trouve que c'était la malbouffe. Je voulais pas infliger ça à mon corps. Mais cela étant dit, ça reste un bon exemple pour illustrer la manière dont la hausse des salaires a impacté le niveau des prix. Et juste après, je vous expliquerai comment les États appliquent ce même mécanisme pour arriver à leur fin à votre détriment. Vous avez peut-être vu passer des témoignages sur les réseaux sociaux de gens qui se plaignent des prix exorbitants de leur menu McDonald's et de ne plus pouvoir se permettre d'en manger, d'acheter des sandwichs et des menus tellement c'est devenu cher. $17 for 3 filet of fishes at McDonald's? Are you kidding me? I don't have the money to buy fast food anymore. Le PDG de McDonald's déclarait lui-même en avril que ces restaurants devaient se concentrer pour redevenir abordables. We must be laser focused on affordability, which means good entry-level price points available every day. In the markets where we're doing this well, the business is outperforming. Alors, que s'est-il passé? Il y a bien sûr la hausse des prix de la nourriture, des boissons, de l'emballage, donc c'est 11% entre 2022 et 2023. Mais le vrai coupable, c'est surtout le coût de la main-d'œuvre avec des États qui ont imposé des salaires minimums élevés et cela représente un tiers du prix des produits chez McDonald's. Et donc, comme je vous le disais avant, dans un marché hyper tendu, il a fallu augmenter les salaires pour aussi attirer les employés. La conséquence de ça, il a fallu reporter cette hausse du coût de production sur le consommateur final, c'est-à-dire vous. C'est ce qui se passe à chaque fois. Du coup, on constate que le chiffre d'affaires a augmenté de manière significative, dépassant largement le chiffre pré-pandémie, alors que dans le même temps, le nombre de ventes et de clients a baissé. On est donc dans une situation où les recettes ont donc augmenté uniquement grâce à la hausse des prix. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer à l'échelle des États.
Pour bien comprendre ça, il faut que je vous explique pourquoi les États dépendent de l'inflation. Leur problème fondamental, c'est le poids de la dette publique. Vous savez, on vit à crédit. L'État emprunte chaque année pour financer des dépenses qu'il ne pourrait pas financer avec ses seules recettes. C'est ce qu'on appelle le déficit public. Le problème, c'est que les recettes exprimées en pourcentage du PIB restent relativement stables dans le temps, tandis que les dépenses les dépassent systématiquement. Mais le résultat, c'est des déficits qui s'accumulent et une dette qui explose. On est passé de 20% du PIB en 1980 à plus de 110% aujourd'hui. Or, qui dit dette, dit intérêt à rembourser. C'est ce qu'on appelle la charge de la dette. Et comme les taux sont remontés, la charge augmente. À titre d'exemple, en 2022, le budget consacré au remboursement de la dette, c'était 53,2 milliards d'euros, plus que le budget du ministère de l'Intérieur et de la Justice réunis. Ça constitue une augmentation de 60% par rapport à 2020. Maintenant, je reviens à mon exemple tout à l'heure de McDonald's, dont le chiffre d'affaires n'a augmenté parce que les prix ont augmenté. Et vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec la dette française? Eh bien, en fait, c'est très simple. La dette est exprimée en pourcentage du PIB. Si la dette augmente considérablement, mais que le PIB augmente aussi considérablement, ça va d'une certaine manière se neutraliser. Et donc, comment faire pour que le PIB augmente dans un contexte où la croissance n'est pas là? Eh bien, c'est là qu'entre en jeu l'inflation. Une inflation conséquente pendant 3 ou 4 ans fait augmenter le PIB artificiellement. En conséquence, le ratio dette sur PIB se rééquilibre alors qu'on n'a rien produit de plus. Exactement comme McDonald's qui enregistre une augmentation de son chiffre d'affaires alors qu'il perd des clients. Certains diront que le PIB réel, lui, tient compte de l'inflation, certes, mais l'inflation est de toute façon sous-évaluée. Donc même corrigé de l'inflation officielle, le PIB apparaît plus gros qu'il ne l'est. C'est donc quelque chose que j'avais déjà abordé dans ma vidéo, le mensonge de la croissance. Je vous mets le lien en description, je vous invite à aller voir cette vidéo, vous allez voir comment la France, ça fait longtemps qu'elle n'a pas connu une véritable croissance. Vous comprenez maintenant que l'inflation est nécessaire pour liquider la dette des États. Ça fait partie de ce qui s'appelle la répression financière que vous pouvez lire dans plusieurs documents du FMI notamment. Alors comment ça marche? Eh bien, dans un contexte d'inflation élevée, un État va pouvoir financer sa dette en émettant une grande quantité d'obligations peu rémunérées. En 2023, l'agence France Trésor, donc AFT, qui est chargée de gérer la dette de la France, a emprunté 270 milliards sur les marchés sous forme d'obligations et de bons du trésor. Donc pour rappel, les obligations sont des titres de dette d'une durée pouvant aller de 2 à 50 ans et qui servent donc à financer la dette à moyen et long terme. Tandis que les bons du trésor, eux, ont une maturité d'1 an et servent à couvrir la dette de court terme. Les obligations émises par la France sont achetées par les 15 banques spécialistes en valeur du trésor. Elles se retrouvent ensuite dans les portefeuilles de fonds de pension, de banques centrales étrangères, de banques de crédit, etc. Et donc on les retrouve notamment dans certains produits d'épargne de long terme comme le fameux fonds euro de votre assurance vie. Et comme le taux d'intérêt est bien inférieur à l'inflation, la différence sert à liquider la dette. Le problème, c'est que l'inflation n'est pas anodine. Pendant qu'elle permet aux États de financer un modèle à bout de souffle, elle augmente le coût de la vie et le prix de certains actifs comme l'immobilier. L'immobilier est un exemple particulièrement intéressant parce qu'il renferme un paradoxe dont je voulais vous parler pour terminer cette vidéo. D'un côté, c'est un actif que si vous le détenez, il atténue les effets pervers de l'inflation sur votre patrimoine, mais de l'autre, puisque la lutte contre l'inflation passe par l'augmentation des taux, l'immobilier devient de plus en plus inaccessible à la plupart des gens, car les gens n'arrivent plus à emprunter suffisamment malgré des revenus tout à fait corrects. C'est le cas dans de très nombreux pays en Europe, et même ici au Portugal, avec par exemple ce type de bien, ce type de prix, dans une ville proche comme Lisbonne avec un salaire moyen à 1000 € par mois, on se demande comment les gens peuvent s'offrir ce type de bien. Il y a donc plein de gens contraints de rester locataires et ça, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une tendance générale où tout se loue, tout devient service, vous ne pouvez plus être propriétaire de rien, vous pensez par exemple au leasing de voitures, aux abonnements pour les logiciels et les outils informatiques, vous devenez locataire à vie, je vous en parlais aussi dans ma vidéo sur le retour au servage, je vous mets le lien en description. Et ça, c'est donc un autre point qui vous dessert, mais qui sert les intérêts des élites qui, en ce sens où vous n'avez jamais fini de payer quoi que ce soit et donc vous devez continuellement travailler. En réalité, la propriété ne disparaît pas, c'est juste que c'est plus les mêmes personnes qui sont les propriétaires. On va concentrer les actifs dans les mains des élites et des grands fonds qui possèdent les moyens d'acheter tous ces biens. Par exemple, aux États-Unis, on voit qu'il y a des fonds qui ont acheté des maisons depuis des années comme support d'investissement. Et il y a même le fameux fonds BlackRock qui a lui émis un démenti pour dire qu'il n'avait jamais acheté de maison individuelle, pour dire le poids de cette question-là dans l'inconscient américain. Les élites ont beau nous marteler le fameux « vous ne posséderez rien et vous serez heureux », peut-on vraiment être heureux si on ne peut jamais vraiment être libre ? Alors, quelle est la solution à tout ça? Comment vous en sortir? Les solutions sont extrêmement simples, c'est ce dont je vous parle sur ma chaîne depuis très longtemps. La première, ça va être
de développer votre business, de développer des revenus alternatifs et d'être du bon côté de la balance, de posséder des actifs qui vous protègent de l'inflation, et l'immobilier en est un. L'immobilier en France, c'est un actif qui a une très grosse tendance positive. Déjà parce que tout simplement, la France est un pays avec une démographie qui est vraiment bonne comparativement à tous ces pays européens voisins. Et donc, bien comme on dit, la destinée d'un pays, c'est sa démographie. Donc comme la France a une très bonne démographie, bien meilleure que l'Italie, bien meilleure que l'Allemagne, bien meilleure que bien d'autres pays, eh bien ça va soutenir tout simplement l'immobilier à long terme. Et donc, c'est peut-être un très bon marché en Europe pour le long terme. Et donc, débrouillez-vous pour acquérir des actifs qui vous protègent de l'inflation. Donc, produits financiers, immobilier, créer des revenus. Et ça, c'est la meilleure solution pour vous en sortir et à améliorer votre vie, vivre une vie plus riche. Et c'est l'objet de tout ce que je vous partage.